Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Il faut me défat, non. Il faut new défat, ko. Dengue. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, philanthrope, comédien, homme qui se bat, mais surtout l'homme qui donne, l'homme que l'on nomme Abdé. Take a seat. Salut Abdé. Enchanté. Comment tu vas? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. On aime beaucoup ce que tu fais. Et puis forcément, il était impératif de te recevoir. Donc pour toutes ces choses-là que je viens d'évoquer, je te dis merci au nom de toute l'équipe. Et merci de m'accueillir. Abdé, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Maziane Abderrahim. On m'appelle Abdé. J'ai 43 ans. Je suis né à Charleville-Mézières dans les Ardennes. J'ai une particularité qui est la dysplasie ectodermique. C'est une maladie rare. Donc on le voit et on l'entend. Et j'en ai fait une force. Et en même temps, j'ai fait mes projets par rapport à là où on m'attendait pas. Tout simplement. Très bien. On va faire un flashback, retracer le parcours, retracer la petite life. Charleville-Mézières, dans les années 80. Ouais. À quoi ressemblait le jeune Abdé? Le jeune Abdé, il avait 5 ans quand je vivais à Charleville-Mézières, que j'habitais dans une petite ville à côté de Nuzonville, dans les Ardennes. Donc, tu vois, c'est le côté rude, la dureté. Mon père bossait dans la fonte et il est parti au Maroc quand j'avais 4 ans. Donc, ma mère a élevé les enfants toute seule, les 10 enfants. 10 enfants? Ouais. Donc, d'origine marocaine, tu vois. Ils sont partis du Maroc, ils sont venus en France, ils ont bossé. Donc, les codes, c'était le travail. Et après, par rapport à la maladie, j'ai mon frère et moi, mon frère jumeau qui a la même maladie. Donc, quand on était gamin, on faisait des allers-retours à Paris pour comment dire, la maladie, savoir. Et ils ont détecté cette maladie. Et après, on l'a checké, on a fait avec. La sécurité sociale l'a pas reconnu parce que dans les années 90, il y avait rien, tu vois. Et donc après, moi, j'ai dit ciao et j'avais compris qu'il fallait tout dégommer, tu vois. On va y venir. Et mes frères et mes sœurs, ils m'ont mis dans le travail, quoi. On va y venir forcément, Abdé. L'ambiance à la maison, c'était laquelle? Puisque là, le papa n'était pas là. T'as vécu qu'avec la maman. Les mamans sont des lionnes. Ouais. Mais 10 enfants, ça doit pas être de tout repos. Ouais, pas tout repos, mais c'est bien les familles nombreuses, tu vois. Bien tu vois sûr. la solidarité, tu vois qu'on s'entraide. Des frères étaient à l'école, ils avaient passé leur bac scientifique, mes frangines allaient à l'école. C'était vraiment les codes de l'éducation à la dure, tu vois, à l'ancienne. Donc quand t'es le dernier, tu lèves les yeux, tu vois la fraternité, tu dis tu peux pas te louper et t'as pas d'excuses. Mais ma mère, elle devait nourrir la famille, donc elle a travaillé. Donc, elle était mère au foyer, mais elle allait bosser, donc elle faisait les ménages. Et après, au fur et à mesure, mon frère, il a ouvert un restaurant, elle a bossé dans un restaurant, et c'est là que j'étais amené à bosser souvent avec elle, avec mon frère, on l'aidait à nous payer des baskets pour le basket, pour aller en colonie, tu vois. Totalement. Et Charleville-Mézières, comment c'était? Il y avait une forte communauté maghrébine là-bas? Ouais, ça va, il y avait beaucoup de Marocains et Turcs, Espagnols. Quand ma mère, elle me racontait, elle me disait, on était vachement solidaires. Donc, il y avait les Portugais, les Italiens, les Turcs, Espagnols, Marocains, Algériens.
Et donc, puis après, il y a eu l'Afrique noire. Ouais. Sénégalais, Maliens, on s'entendait beaucoup avec eux, tu vois. Et après, l'avantage que j'ai eu, c'était avec le basket. Le basket, tu as vu, c'est ouvert de ouf. Bien le sûr. sport, ça ouvre toutes les portes. Et forcément, il y a un brassage. Oui, il y a un brassage naturel. Bien sûr. Et puis, il n'y a pas de frontières, tu vois. Nous, on n'a jamais eu de frontières depuis gamin, j'ai jamais eu de frontières. Moi, quand on me dit t'es quelle origine, je le dis, là. Mais pour moi, c'est plus l'humain qui compte. Et t'as bien raison, Abdé. Je vais reparler de ta maladie. De toute façon, forcément, on va y venir à plusieurs reprises durant cet échange. Dilapsie ectothermique. Tu sais, ça peut paraître abstrait pour beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, en quoi consiste précisément la maladie? La maladie se traduit par le manque de glandes sudoripares. C'est-à-dire que je transpire pas, j'ai pas de poils, je suis imberbe. Donc la température du corps, elle monte. Donc comme je dis souvent dans les interviews, toi t'as la clim, moi je l'ai pas. Et donc la maladie elle est là. Et au niveau physique, au niveau du faciès, t'as maxillofacial. Donc manque de sinus et des os. Et c'est contradictoire. J'avais un manque d'os là au niveau des sinus et de la mâchoire. Donc les dents, tu gardes tes dents de lait. Et les dents majeures, elles galèrent, et donc ça tient pas dans les os, et donc elles tombent. Donc à un moment donné, moi je me suis fait opérer, t'as vu, opéré là en 2016, mais l'opération elle était balèze, c'était une autogreffe osseuse du crâne et de la hanche. On vient la plaquer dans la mâchoire et on vient te faire une charcuterie comme si toi t'avais un accident de voiture, tu vois. Et ça je l'ai accepté, puis la dépigmentation de la peau. Et puis le côté, mon regard, les yeux, t'as vu. Et puis la voix. Pas que la voix, pourquoi? Parce que c'est pas trafiqué, comme je dis souvent. C'est le manque d'eau. Les glandes, elles sèchent. Et au fur et à mesure, la voix elle devient grave. Donc la maladie, elle se traduit sur ça. Et en fin de compte, il y a 200 cas différents. T'en as, c'est des ongles, ils ont pas d'ongles. T'en as, ils ont des cheveux, il y en a qu'on n'ont pas. Bref, tu vois. Donc moi, je me suis fait un personnage en vrai. C'est la voix, c'est le physique, la mâchoire. Et donc le pire c'est la chaleur, tu peux rien y faire, c'est quoi dire, mais il y a pire que moi, tu vois. Il y a mieux, il y a pire, tu relativises, tu fais avec, tu te mets dans une matrix, tu te mets dans la foi un peu, tu vois, tu mélanges tout ça. Tu fais un mélange et à la fin tu t'acceptes, t'as pas le choix de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? Du moment que j'ai 2 bras, 2 jambes et un cerveau. Moi, je suis toujours admiratif des gens qui positivent, même quand ça va pas, tu vois. Donc, je tenais à te le dire déjà. Et tu sais, moi, j'ai lu ton livre. Et déjà, je te félicite. Merci. Et tu disais que ta mère s'en était beaucoup voulu. Ouais. D'avoir mis au monde des enfants malades. Je dis des parce que ton frère jumeau est également atteint de cette maladie. Comment toi, t'as fait très jeune pour ne pas lui en vouloir? Tu comprends? Parce que malheureusement, t'aurais pu trouver ça injuste. T'aurais pu en vouloir à ta mère, t'aurais pu en vouloir à la vie. Ouais. Ah oui. Mais après, comme j'explique dans le livre, t'as vu, où je développe vachement le sujet là, par rapport à elle, c'est que t'es obligé de l'accepter, mais gamin, en fin de compte, j'avais compris des choses et je me suis dit déjà qu'elle a mal. Déjà, t'as vu les parents, pour un bouton, pour une cheville cassée, ils pleurent, ils ont mal pour leur enfant, c'est tout à fait légitime. Donc moi, on savait pas où on allait. Elle savait pas où on allait et moi, comme j'explique dans le livre, où à 11 mois, j'ai eu un souffle au cœur, la température elle est montée, je devais partir et j'ai tenu, blablabla. Et en fin de compte, je me suis servi de ça. Ça veut dire que tu tapes le sol, tu rebondis, tu cherches la mort et tu remontes. En fin de compte, il n'y a pas mieux de rebondir. C'est con, mais tu rebondis, tu vois. Le sol, c'est dur. Il n'y a que là que tu peux remonter. Et ma mère, en fin de compte, au fur et à mesure, elle expliquait que comme quoi ma grand-mère, mes grands-parents au Maroc, il lui avait dit, garde-les, c'est important, ils protègent. Ils vont te protéger, ils seront là pour toi. Ils vont te le rendre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parles de donner, j'ai l'habitude de donner parce que ma mère a donné. Donc, je rends, tu le rends naturellement, tu vois. C'est donnant de bon cœur, mais c'est naturel. Aujourd'hui, c'est dur à trouver, t'as vu.
Et en fin de compte, ma mère, la culpabilité, il fallait pas que je lui en remette une couche. Parce que t'as 10 frères et sœurs, t'en as 2 qui sont malades, c'est les 2 derniers, c'est galère. Et donc, fallait lui donner absolument ce qu'elle méritait et les blablas qu'on lui disait dans les oreilles. Et en fin de compte, elle a tenu. Ma grand-mère maternelle était là, au Maroc. Elle soutenait ma mère. Et j'ai trouvé ça fort. Tu vois, on dit des femmes, mais moi, j'ai toujours dit les femmes, elles sont plus balèzes que les mecs, tu vois. À ce niveau-là, tu peux pas me l'enlever, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai bien compris que tu étais couvé un petit peu par ta maman qui te protégeait, qui vous protégeait avec ton frère jumeau. Et là, en l'occurrence, la grand-mère également. Mais la famille au sens large. Parce que tout le monde n'a pas cette maturité-là. Tout le monde peut parler de malédiction. Oui, ben, la malédiction, je le dis, en Afrique, les Maghrébins africains, pour eux, c'est une malédiction, c'est le shaitan, c'est ce que tu veux, tu vois. Mais en fin de compte, si t'écoutes ça, ouais, moi, petit, je me disais, ouais, il y a un bon Dieu, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a mis là, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, pourquoi les gens disent que c'est comme les albinos en Afrique, t'as vu? Absolument. On fait de la sorcellerie avec. Et en fin de compte, au fur et à mesure, ma mère, la sagesse de ma mère et le travail, et le travail des frangins, des frangines, en fin de compte, le travail, ça a été super important. Tu vois, de donner service à l'autre et le travail et de dire donne et ça va s'effacer. Et en fin de compte, la notoriété du travail m'a permis d'effacer le gamin malade. La notoriété d'avoir un bac scientifique m'a donné la notoriété d'enlever le jeune ado. Et au fur et à mesure, j'ai compris que la notoriété du basket m'a aidé, la notoriété de l'artisan m'a aidé. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais aller chercher? Ben, la notoriété de la mode et l'acteur. Et au fur et à mesure, c'est pas pour cacher, c'est aussi pour dire, vous êtes gourés, quoi. Les faits sont là, ça parle, mais les faits font taire les gens. Très bien. Franchement, t'as une abnégation qui te caractérise et que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment admiratif de tout ce que tu es, de tout ce que tu véhicules et je t'encourage à poursuivre, Abdé. Là, je vais m'attarder un petit peu sur l'école. L'école primaire, tu sais comment sont les jeunes. Ouais. Parfois, il y a des moqueries, parfois ça chahute, parfois ça provoque, etc. Déjà, faut dire la vérité. Quand tu es jeune, même quand tu as un peu d'embonpoint, déjà, tu peux passer des moments très compliqués. Ouais. Mais là, quand tu dénotes, quand tu ressembles pas à tes voisins, etc., comment ça s'est passé pour toi? J'ai vu que les filles te protégeaient pas mal, mais que tu avais les points aussi qui... Ben, tu sais, quand t'as des frères qui sont un peu bagarreurs, tu vois le délire, à la sauvage, un peu pas sauvage, on était vachement sociables. Nos parents nous avaient appris de respecter la France. T'as vu, on vient d'Afrique quand même. Et donc, tu connais la fierté des parents. C'est que t'as pas intérêt à nuire à d'où tu viens. Absolument. Et tu dois te faire intégrer, tu dois te faire machin. Donc, avec mon frère, c'était pire. Arabe, atypique, la totale, tu vois. Et donc, à l'école, c'était... là, quand j'avais fait une dédicace de mon livre dans les Ardennes, il y a un maître d'école qui m'a raconté plein d'anecdotes, tu vois. Et il me disait, ouais, c'était dur, mais maturité de ne pas écouter. Il m'a dit, j'étais choqué. On croyait que vous étiez timide, il y avait cette timidité, mais il y avait ce truc de ne pas écouter, pour vite tracer et de ne pas provoquer les gens, pour pas qu'ils se permettent de vous insulter, tu vois. Et en fin de compte, j'ai appris aussi à cogner. C'est-à-dire, je voulais pas que ça se fasse une hémorragie énorme. Donc, au début, tu parles, tu te fais un peu protéger, tu te mets avec des groupes de gamins qui sont aussi un peu à l'extérieur parce qu'ils sont pauvres, ou la fille, elle est rousse, machin. Et en fin de compte, t'apprends tout ça. Et de temps en temps, ben, une petite patate, malheureusement, au plus fort ou au plus côté de l'école, les parents sont convoqués. Et en fin de compte, tu provoques une réunion. Et c'est là que les maîtres étaient obligés d'agir. Ils disaient, mais la patate, elle est pas partie tout seul. Au bout de 3-4 injures, c'est bon, quoi, ils en ont marre. Et donc après, il y avait ce respect-là par rapport à la violence physique, malheureusement. Et comme je te disais tout à l'heure, le basket, le sport m'a beaucoup sauvé. La notoriété d'être dans les journaux, d'être des petites stars,
machin, puis être outsider, on t'attend pas, puis quand on te prend dans l'équipe de foot dans la cour, à la fin, on veut jouer avec toi, parce que tu mets à l'amende tout le monde sportivement. Et donc, c'était la rage. La rage, non. C'est normal que j'étais revanchard. C'est pas revanchard méchant, la haine. Des fois, on croit que je suis haineux. Ben non, hein, mets-toi à ma place. Normal que je suis revanchard, tu rigoles ou quoi, tu vois. T'as l'humain qui est en train de vouloir me bouffer, tu crois que je vais me laisser faire. Ça va pas ou quoi? Tu m'insultes, je te mets une claque, 2 insultes. C'est le coup de boule. J'exagère, mais tu vois, crescendo, ça montait comme ça. Même si j'étais pas une baraque, hein, j'étais petit, hein, de taille. Mais le respect. Et les profs te protégeaient aussi? Ouais, t'as toujours, comme dans tous les domaines, je l'ai dit tout le temps, t'as toujours une maîtresse ou un prof qui est adorable avec toi. Et j'avais Monsieur Bevière, un professeur, là, en CE2. Luc. Luc, ouais. Avec mon frère, il nous faisait nettoyer l'aquarium, il avait compris qu'on était des bosseurs. Et donc, c'était donnant, mais c'était pour ce truc de société, de connaître l'école, d'avoir des repères dans la classe, partout. Et en fin de compte, il nous adorait, il nous emmenait au foot, au basket, et il nous a vachement aidés, tu vois. Et j'ai kiffé ce délire. Je vais rebondir sur le basket, parce que c'est ton terrain de prédilection. T'étais pivot? Non. Tu jouais quel poste? Arrière. Arrière? Ouais. Ça va? Ouais. Plus tu vieillis, plus tu montes, mais quand t'es jeune, j'étais 2-3. Ah ouais? Ouais. Et c'est qui tes basketteurs fétiches? Ouais, c'était les années, la Dream Team de Michael Jordan en 92. D'accord. À 12 ans, on avait une équipe de championnat de France dans les Ardennes. C'était championnat de France, on avait le droit en Benjamin. Et donc, on tombait dans les JO avec la Dream Team et tout, de Michael Jordan, Magic Johnson, toute la clique, t'as vu? Bien sûr. David Robinson. Et donc, moi, c'était les années basket Michael Jordan. Et donc, le basket, comme je te dis, je regardais, j'avais un rêve américain, c'était d'aller au State. Et c'est vrai que quand on a joué en championnat de France avec mon frère, on venait des Ardennes, on est venu se pointer à Paris. On a joué contre le PSG. Ouais. Et on a perdu le match, mais psychologiquement, on les a atteints. Et le président du club du PSG, il est venu nous voir, il a dit à mon entraîneur, je les veux. On avait 13 ans. Et mes frères voulaient pas, ils nous ont dit, ouais, faut faire le bac dans les Ardennes, le basket, on s'en fout. C'était le sport avant, tu vois, c'était après le sport, c'est pas comme aujourd'hui. Mais c'était le kiff, tu vois, c'était le basket, ça m'a tout donné, les règles, le respect. Et après, tu dégages, comme tu disais tout à l'heure, un aparté où tu me dis, au moins, tu te libères. Bien sûr, bien sûr. Faut se libérer, le basket m'a vachement libéré. Après, c'était une arène, hein. T'as les lignes, j'y ai dedans, on peut pas m'arrêter, tu vois. Et ça m'a servi d'être dur et d'avoir des règles, parce que sinon, ça partait. C'était ton exutoire. Ouais. Exactement. C'est très bien. Et tu sais, ici, on a aussi tendance à mettre en avant les gens de l'ombre qui t'ont beaucoup aidé. Il y a également Mathieu Blondeau. Ouais, paix à son âme, ouais. Paix à son âme. Qui il était déjà, s'il te plaît? Il était éducateur spécialisé. C'est un grand ami à mon grand frère, éducateur spécialisé aussi. Et en fin de compte, il a repéré le truc où il s'est dit, il y a un truc. Il y a un truc avec lui et son frangin, c'est qu'on les sous-estime physiquement, ils sont petits, maigres et tout, et il y a un truc, et je sais pas pourquoi, ben, éducateur spécialisé, c'est son métier, t'as vu? Et en fin de compte, il a pris notre caractère. Il l'a collé avec des mecs qui étaient bons. On venait de démarrer, hein. On était jeunes, hein. On n'a jamais mis de basket à part dans la rue. Et en fin de compte, on a fait directement les championnats de France. On a fait Benjamin Région, et après France direct. Et lui, il nous a vachement mis en avant. Il disait toujours à mon frère, ouais, je vais les tenir. Je vais réussir à les utiliser à bon escient. Donc, il disait toujours, on est des bons coéquipiers, mais des mauvais adversaires. Et donc, il nous a appris jusqu'à adulte. Il nous a vachement aidé. Il nous avait appris beaucoup de trucs. Il nous a dit, ouais, faut croire en vous et tout. Et faut jamais lâcher l'affaire. Et donc, il me donnait des défis et toujours un adversaire qui était fort. Il me disait, par exemple, prends-le, montre-moi qu'il est nul. Et donc, tout était mental. Même si l'autre était en équipe de France, il me balançait son CV pour que j'ai la rage. Ben, un pari, il fallait le gagner, tu vois. Et donc, à la fin, tu dis, ouais, t'as gagné le pari. Tu l'as dégommé.
T'as montré à tout le monde qui était en équipe de France, c'est pas à toi, mais c'est pas de ta faute, quoi. Tu vois? Et c'est ça qui m'a mis la rage dans tous les domaines. C'est des valeurs qui t'accompagnent jusqu'aujourd'hui. Ouais. Même par rapport à l'hygiène de la vie, de la bouffe, l'alcool et tout, tu vois, je bois pas, je fume pas. Et lui, il buvait, il fumait. Et il disait, ouais, faut pas. Tu vois, c'était un Français, hein. Et quand les gens me parlent de religion, je dis non, aucun rapport des fois, arrête tes conneries. Bah que c'est inné, c'est ce monsieur qui m'a appris. Qui repose en paix, en tout cas. Ouais. Ses chers frères. Et tu sais, je vais rebondir encore sur l'aspect scolaire. Tu sais, ici, on va dans tous les sens, hein, comme tu le sais. Aujourd'hui, à l'école, on parle beaucoup d'harcèlement. Tu vois, parce qu'il y a des jeunes qui se suicident, même qui mettent fin à leur jour. Il y a des gens qui font l'école buissonnière parce qu'ils ne se sentent pas bien à l'école. Et il y en a qui sont discriminés parce que, voilà, on les attaque constamment, etc. Toi qui as vécu ça, toi qui as été vraiment attaqué sur tous les fronts et dans tous les sens du terme, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui subissent ce traitement? Déjà, j'aimerais bien que... Ben, j'ai écrit le livre aussi pour ça, t'as vu? J'ai écrit le livre pour me dépenser, j'ai écrit le livre pour partager mon histoire, mais j'ai aussi écrit le livre pour donner, pour pouvoir trouver des solutions, de croire en soi, le développement personnel, de se donner les moyens. Même si tu crois seul au monde, c'est que c'est écrit. Donc il faut s'accrocher à quelque chose, à une foi, ou que ce soit la religion ou une autre foi, tu vois. Mais il faut se dire, si je suis comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Même si c'est pas facile, hein. Faut une maturité. Mais les gamins doivent apprendre d'eux-mêmes, déjà, celui-là qui est victimisé, d'essayer de pas baisser la tête. Parce que quand tu baisses la tête, tu lui donnes à manger, en vrai, à l'harceleur. Et l'harceleur, je dirais à l'harceleur aussi qu'il y a plus fort que toi. Et l'harceleur, aujourd'hui, il est protégé un peu avec l'État. Mine de rien, les politiciens devraient mettre des nouvelles lois. Les parents devraient être plus durs. Après, il y a les réseaux sociaux qui sont pas faciles, parce que moi, ma génération, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça aurait été peut-être plus dur, tu vois, à gérer pour ma famille et moi-même. Mais les réseaux sociaux, c'est bien d'utiliser la technologie, mais aussi là, elle nuit parce que, au lieu que ça s'arrête à l'école, ça continue quand tu rentres à la maison. Donc, les parents aussi doivent être très exigeants avec leurs gosses qui harcèlent, et ceux qui se font harceler, de s'ouvrir, de parler, parce que faut parler. Si tu laisses le gamin enfermé, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as des mauvaises notes? C'est pas pour rien. Déjà que l'école, c'est dur. Intellectuellement, si tu te sens plus faible et nul en maths ou autre, c'est au professeur de voir que le gamin, tiens, il est bon en art plastique. C'est peut-être pas du level quand ils sont gamins, mais si tu lui donnes cette force en art plastique qu'il est bon, ça va rebondir dans les maths, ça va rebondir dans le français, dans la géographie, dans tout. Mais on généralise le gamin. On lui dit, t'es nul en maths, donc t'es nul, tu vas en CAP. Mais non, c'est peut-être toi, le professeur, qui est nul. Tu sais pas gérer, on t'a pas demandé d'éduquer. Parce que les parents aussi, ils envoient leurs gosses, ils croient qu'on va les éduquer. Mais non, t'éduques pas un gosse à l'école, tu le cultives, tu lui donnes du croire en soi. Absolument. Et après, les profs sont dépassés aussi, tu vois, c'est un long sujet, hein. Les profs sont aussi dépassés. Donc, à un moment donné, j'ai envie de leur dire, mais si t'es dépassé, fais rentrer des gens de l'extérieur, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des mecs comme toi qui sont partis peut-être de rien, qui ont avalé plein de trucs et qui ont réussi, qui ont ouvert leur boîte. Un mec comme moi qui est partout, qui se donne les moyens. Tu vois, ce délire. Hein, les profs devraient même m'utiliser, l'État devrait m'utiliser ou t'utiliser toi, ou quiconque, tu vois. Bien et sûr. Même les gens gros, mecs, machin. On s'en fout qu'ils soient gros, black, rebeux, atypiques, machin. C'est pas ça, c'est l'intellect qui compte. C'est comme au basket. 90%, le mec qui shoot main droite, il est bon. Pourquoi tu vas lui demander de shooter main gauche pour le ridiculiser devant tout le monde? Mais laisse-le main droite. C'est un autre qui va aller shooter main gauche. C'est un coéquipier, non? Pourquoi tu veux lui demander de shooter main gauche? Il va perdre confiance en lui. Donc à un moment donné, laisse-le aller à droite, comme dans la vie, et compense le mal. Et ça, c'est au professeur de le voir. Et c'est aussi au professeur de voir que dans la classe, il y a des élèves qui peuvent s'entraider. Moi, quand j'étais petit, on s'entraidait. Beaucoup. Tu vois, on repérait le plus dur pour lui péter les reins. Mais en même temps, le plus faible ou la petite fille qui se faisait harceler, on allait la défendre. C'était à l'ancienne, quand même. On se disait pas, chacun sa life, on va aller se moquer d'eux sur les réseaux. Aujourd'hui, ils ont un téléphone, ils filment au lieu d'aller aider. Tu vois?
Il devrait faire comme les films. Dans certains tournages, ils te demandent de mettre le téléphone à l'entrée dans une boîte. S'ils savent pas gérer l'école, s'ils n'arrivent pas à gérer les parents qui donnent des téléphones, eh ben, mettez dans la boîte à l'entrée de l'école. À un moment donné, c'est un sujet qui est vachement complexe entre les parents qui laissent faire, l'éducation nationale qui est un peu à l'ancienne, l'éducation nationale qui voit que les notes et qui met en avant que certains, on va dire, les plus aisés, les plus bons, les plus intellects, mais peut-être que le haut qui est derrière, que tu crois qu'il est nul, mais en vrai, il est bon. C'est juste qu'il y a un truc qui dort en lui. Mais tout le monde a un bon truc en vrai. T'as remarqué? La société, il y a de tout. Merci pour ta sincérité, Abdé, sincèrement. Et tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es une force de la nature parce que tu as contredit les examens médicaux. On ne donnait pas cher de ta peau, je pense qu'on peut se le dire. Et aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu as eu un bac S. Tu as été basketteur à un bon niveau, clairement. Aujourd'hui, quand tu fais la rétrospective de ta vie, de ta carrière, qu'est-ce que tu te dis? Ben, en rigolant, je vais dire que j'ai la dalle, c'est pour ça que je suis dans le béton, t'as vu? Et donc, en fin de compte, j'ai toujours la dalle. Il y a toujours, tu veux toujours taper plus haut. Parce que quand je vois les mecs comme Booba, comme Omar Sy, comme d'autres qui ont des origines africaines, ou même Feu et Jouot, tu m'en tapes, mais je regarde ceux qui sont proches de moi quand même, tu vois. Bien sûr. Et je me dis, ils ont tapé très haut, ils sont partis de rien, parce que des fois, on juge les mecs comme Omar Sy, on essaie de lui dire, voilà, parle de nous, machin, ou Booba, mais les mecs peuvent pas être partout, ils sont partis d'eux-mêmes. Qui les a aidés, ces mecs-là? Tu vois le délire? On les a pas tellement aidés, et ce qu'ils ont, ils le méritent, malgré qu'ils ont, tout le monde a des défauts. Mais ils méritent, et quand je vois la place qu'ils ont pris, le level qu'ils ont pour faire changer des choses, comme on dit encore tout à l'heure en aparté, je te disais le mieux, c'est de rentrer dans le game pour changer les choses. C'est pas d'aller faire des grèves et d'aller mettre des patates dans des magasins, d'aller casser la boutique d'autrui. C'est pas ça. Si tu veux vraiment changer les choses, mets tes gosses dans la politique, mets tes gosses dans du level culturel, l'art, le foot, le sport et tout. Ils vont avoir un aura, ils vont avoir une voix. Une histoire comme eux, ben, ça peut aider énormément de gens, tu vois. Même le petit Français qui est à la campagne dans les Ardennes, ben, malgré tout, même lui, c'est un miskin. Il est mis de côté, tu vois. C'est pas parce que c'est un Français que, aïe, il va réussir. Non. Même lui, il est écrasé. Donc, à un moment donné, on doit être solidaires, les humains. Le peuple doit être solidaire. Si eux, ils veulent pas, ben, faut leur imposer. C'est bien juste tout ce que tu dis, mais tu vois, là, encore une fois, on voit quelqu'un le torse bombé, et tu as raison. Mais il y a des moments aussi où ça n'a pas été facile pour toi. Ouais. Il y a des moments aussi où tu as avancé tête baissée. Quand tu étais à Reims, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi qui parles aujourd'hui, et tu as raison, tu nous donnes beaucoup de force, et merci pour ça. Mais tu as craqué aussi. Ouais, à Reims, j'ai arrêté. T'as lâché. Oui, t'as lâché parce que tu voyais des regards malveillants, parce que tout le monde n'était pas bien avec toi. Ouais. Tu vois, toi qui savais te défendre, toi qui savais te bagarrer, toi qui avais une grande gueule, et c'est pas méchant quand je le dis. Pourquoi t'as fui? On a fui parce que tu te dis, je vais pas me battre toute ma vie, et si je dégomme le mec, ou la nana qui te regarde avec des injures, tu te dis, ça va partir en à 21 ans, 21 ans, tu te dis, ouais, allez, faut arrêter de se battre tous les jours. Et utiliser la violence, on va dire que c'est à cause de moi. Mais les mots étaient tellement violents et sur l'intellect, de réduire un garçon sur son physique, sur son intellect, je trouvais ça discriminant. Et vachement, et comme je venais des Ardennes, tu sais, dans les Ardennes, il y a cette confrontation tout le temps avec les Rémois. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est lié au basket, elle va y être aussi au niveau vie sociale. Et je voulais pas le vivre. Et j'avais compris à 22 ans que il fallait à un moment donné peut-être partir. Si les portes étaient fermées, fallait pas toutes les péter. Tu vois, d'habitude, je casse les portes, je rentre et je me dis, je m'en tape, je vais leur imposer. Et là, je me suis dit, ouais, de la sagesse. Je me suis dit, tiens, la porte, elle est fermée, c'est qu'il y en a une meilleure ailleurs. Et je reviendrai autrement pour leur faire comprendre. Et en fin de compte, il y a ce truc-là qui s'est passé à Reims. Et quand j'ai fait mon BTS bâtiment, ça me cassait les bonbons d'être assis devant un crayon et des plantes de maison ou
de plan industriel. Et je me suis dit, ouais, c'est pas moi. Donc, barre-toi, et je suis parti faire une alternance à Avignon. Tout simplement. Je voulais travailler vraiment avec mes mains. Mais à Avignon, parfois, tu dormais dans des voitures aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est des moments aussi où tu étais dans le doute, des moments où tu étais dans le dur. Ouais. Et il faut se livrer parce qu'on a besoin de force, justement. Ah ben oui. Pourquoi tu as fait ça? Alors que tu as eu des mains tendues. Ah oui, mais entendu, oui, non, mais la fierté. La fierté de te dire, tu dors dehors parce que tu vas avoir la dalle. Et encore une fois, ça me rappelle quand gamin, 11 mois, je devais partir. Tu te dis, c'est bizarre, mais c'est ancré en toi, c'est toujours ce truc-là. Tu tapes le sol et tu rebondis. Va chercher le sol. Parce que quand tu tapes du dur, tu rebondis mieux. Tapes sur du mou, tu rebondis pas, comme un ballon de basket. Absolument. Et donc, dans la vie, en fin de compte, à Avignon, il s'est passé que je dormais dans la bagnole, mais c'était peut-être un mal pour un bien, et le mec qui se met des coups de couteau, qui cherche la merde pour voir jusqu'où il peut aller. Tu vois, moralement, physiquement, de pas trop manger, de galérer, de la vraie galère, hein, de trouver des combines, machin, de se cacher, de dire, tiens, je vais voir où je peux aller, malgré que c'était dur, hein. Et après, j'ai rencontré Alexandre Mazia. AM. Yes. J'ai rencontré Alexandre Mazia par le biais du basket. Tu vois, le basket, il m'a ouvert beaucoup de portes. C'est un chef étoilé, je lui fais un big up. Et je lui ai fait un big up dans le livre. De toute façon, il me connaît très bien. On est fidèles, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et donc, lui, il m'a aidé, tu vois. Il était galérien aussi à un moment donné. Il avait la dalle. C'est un mec qui avait la dalle au niveau du basket. Il tapait très haut. Et donc, Alexandre, il est parti de rien. Il est monté. Et ce mec-là, on s'est entraidé, donnant de bon cœur, tu vois. Et vraiment, il avait compris. Il me donnait beaucoup de conseils. Je l'ai aidé aussi indirectement, je pense, dans mon vécu, mon histoire, rien qu'en me regardant, je pense qu'il a vu comment j'étais. Et en fin de compte, on a toujours gardé contact, mais lui, il avait compris, tu vois. Et quand je l'ai rencontré, je dis, ouais, c'est le bon Dieu qui m'envoie à lui, t'as vu? Et regarde aujourd'hui, et le mec, il a 3 étoiles, il va en avoir une 4e, peut-être. Magnifique. Donc, tu vois, c'est des rencontres, tout est rencontre. Il y a un mal pour un bien. C'est pas pour rien qu'il y a un mal, sinon tu le connaîtrais pas, le bien. Magnifique. Et déjà de lui rendre hommage comme tu le fais, et on le salue au passage. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais que les femmes étaient beaucoup plus fortes que les hommes. Moi, c'est un constat que je partage à titre perso. T'avais une copine? C'était pas trop compliqué pour toi, parce que pendant cette période, ou du moins ces périodes de difficulté, c'est bien aussi parfois de s'appuyer sur une personne qui nous aide à remonter la pente, qui nous encourage quand tout va mal. Est-ce que c'était ton cas, toi? C'est toujours mon cas. D'accord. J'ai toujours Sylvanie, par exemple, je parle dans mon livre. Et Sylvanie, elle a des galères. Ça fait plus de 17 ans qu'on se connaît, pour te dire, tu vois, que des gens de longue date. Et elle me soutient beaucoup. Et elle est vachement à l'écoute. Je l'ai beaucoup aidée dans les faits. Et elle m'écoute énormément. Mais il n'y a pas qu'elle, tu vois. Il y a d'autres filles aussi que... Mais moi, je te parlais plutôt des petites amies. Ah, petite amie, ouais, t'en as toujours besoin, mais tu vois, après, j'aime pas trop parler de ma vie privée, même si je suis ouvert comme on l'est, comme toi tu l'es, t'as vu. Et en plus, comme toi, t'aimes l'impro et t'es bon, t'as vu, on calcule pas, moi je viens, je dis oui. Et donc, c'est pas calculé, mais t'as raison, c'est bien, moi c'est honnête, bien sûr. On n'a pas calculé l'interview, t'as vu. Il faut. Et non, mais c'est vrai que je vais te dire la vérité, quand t'as quelqu'un, ça t'aide énormément. Et en plus, cette personne, elle te représente plus la qualité que la quantité. Même autour de toi, les potes, quiconque, ils valent pas cette personne. Parce qu'elle, elle lâche pas l'affaire. Comme tu dis, c'est une lionne. Exact. Et c'est vrai les mecs qui ont eu beaucoup de vécu avec leur maman, et les filles, des fois, ça les gêne, mais c'est du respect. Quand tu respectes la femme avec qui tu vis ou avec qui t'es, tu la compares à ta mère, c'est pas pour dénigrer la fille, en fin de compte. C'est au contraire, tu la mets sur un piédestal de malade. Parce qu'on a vécu avec notre mère qui a rien lâché, qui s'est battue. Et cette personne, quand tu lui dis, t'as fait comme ma mère, ou tu dis comme ma mère, elle kiffe en vrai. Parce qu'à la fin, elle se dit, putain, le respect qu'il donne. Mais en fin de compte, c'est ça, moi, que je donne aux femmes. C'est ce respect-là. Mine de rien, tu vois mon style,
ma voix, tu dois te dire, ouais, il est agressif avec les filles ou autoritaire, machin. Ouais, j'ai une autorité, mais je suis très respectueux, vachement respectueux. Je sais faire à bouffer, je fais le ménage, et c'est pas que machin, j'écrase jamais une femme. Au contraire, tu vois. Faut la mettre sur un piédestal. Parce qu'une femme, elle va beaucoup te donner. Comme tu dis, elle va t'épauler. Tu peux même demander, regarde les stars, les footeux. Je crois que Benzema ou non, pire, Zinedine Zidane. Regarde sa femme. Regarde la carrière qu'il a fait. Compare les mecs. Regarde le mec avec qui la femme il était et les autres qui n'ont pas de nana. Regarde la carrière qu'ils font. C'est une vraie carrière. Ça, j'appelle une carrière. Parce qu'ils sont appuyés par une femme. Comme les politiciens vont te le dire, comme les chefs d'entreprise. Elle est dans l'ombre, la pauvre. C'est pas facile pour elle. Parce que le mec, il est devant. Heureusement, aujourd'hui, il y a des femmes qui se mettent en avant. Mais quand je vois ces exemples-là, je me dis, ouais, c'est du lourd, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une femme à côté de toi qui gère le truc. C'est un bel hommage que tu rends à la jante féminine. Non, c'est naturel, c'est même pas de la drague, c'est rien de tout ça. C'est comme si tu me parlais de ma mère ou de ma grand-mère ou de mes sœurs. C'est la même. C'est très bien. Magnifique. Et tu sais, voilà, toi, t'es un solitaire aussi malgré toi, hein. Tu vois, j'ai envie de te dire, et à travers même cette lecture, c'est ce que j'ai pu constater. Mais comment toi, t'as fait pour justement être sur le devant de la scène? Tu vois, là, aujourd'hui, moi, clairement, je t'ai découvert dans les sketchs de Greg Guillotin. J'ai vu un visage qui était un petit peu particulier, une attitude particulière, une voix, un visage. Toi qui, hormis hormis au basket, qui était quand même un peu tapissé dans l'ombre, et là, boum, t'es sur le devant. Comment ça s'est passé? Moi, je veux tout savoir. Ben, en gros, les devants de la scène, c'est que je me suis dit à un moment donné, ça sera peut-être une thérapie, et en même temps dire, ouais, allez, va leur montrer. Tous ceux qui t'ont mis des coups de couteau, encore une fois, revanchard et tout. Et quand j'ai eu l'opération, la grosse opération, en fin de compte, inconsciemment, j'ai dit au chirurgien, j'étais allongé, véridique, hein, j'étais allongé, et il m'a dit, ouais, l'opération va être balèze, je te préviens, c'est comme si c'était un accident de voiture ou de parachute. Mais toi, t'es conscient. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, c'est le cinéma qui va payer, qui va repayer cette opération. Elle m'a coûté 45 000 €. Tu vois, j'ai pas eu d'aide de la sécu, ben, comme gamin, t'as vu. Et en fin de compte, je me suis battu pour payer l'opération. Et c'est là le déclic, je me suis dit, ouais, j'ai rien à cacher. Si t'es né comme ça, c'est que le bon Dieu, c'est une étoile. Tu vois, je le prends dans le bon sens du terme, mine de rien, aujourd'hui. C'est que je me suis dit, le bon Dieu m'a donné ça, c'est que je dois donner quelque chose pour vivre. Je suis un messager, peut-être. Et donc, en fin de compte, quand je me suis mis devant la scène, je me suis dit, ouais, c'est à toi de jouer. T'es unique. On va entendre ta voix, ton style, ton physique, ta manière de parler, ta manière de penser. Un peu à la Lino Ventura, tu sais, les mecs autodidactes qui allaient au combat et qui imposaient leur style. On n'est peut-être pas dans les codes, j'ai peut-être pas fait les cours Florent, mais comme je dis, les meilleurs cours, c'est le cours de la vie. C'est le meilleur théâtre, c'est la vie. Avec les émotions de la vie, avec tes frères, tes sœurs, tes neveux, le basket, l'école. C'est ça le vrai théâtre pour moi. C'est pour ça que j'essaie de rester naturel. Comme dans les interviews, j'essaie d'être vrai. Je calcule pas, même si je vais bégayer ou autre, je m'en tape. Je veux dire, c'est moi et alors. Et en fin de compte, je me suis mis devant la scène parce que j'avais un pari, tu vois, à faire. Je me suis dit, pourquoi eux, ils y arrivent et pas moi? Pourquoi moi, je galère à bosser comme un ouf dans le bâtiment? Pourquoi j'ai les mains dans le béton? H24, je suis fatigué. Et pourquoi je vais aller pas chercher, pas de la facilité, parce que c'est du boulot, mais pourquoi je vais pas aller chercher un métier où je suis moins fatigué, que je kiffe, tu vois? Parce que je kiffe vraiment le truc, hein. J'ai pas écrit un livre pour faire le beau ou après un prix Goncourt, c'est que vraiment je kiffe. Et le cinéma, quand je joue, je suis un gamin, t'as vu? Regarde, demain, j'ai un tournage. Comme je te disais, actuellement, là, par rapport à ça, ben, je suis sur Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Et en fin de compte, avec Monte Cristo et le rôle titre, c'est Pierre Ninet. Mais regarde, je suis dedans, je kiffe.
Tu vois le délire? C'est un kiff de ouf de faire ça, tu vois. On m'attend pas là, t'as vu, tu vois, qu'à regarder Greg Guillotin, Le Carré, les autres trucs que je fais, les autres séries, ben, toujours le voyou. Bien Là, sûr. je sors du truc, tu vois. Et c'est ça que je kiffe. Je me donne des putains de personnages. C'est terrible. Mais comment t'as fait, si tu veux, pour franchir le pas? Déjà parce que je suppose que tu aimais la comédie, tu aimais le théâtre, tu aimais regarder les films à la télé, etc. Mais de passer de spectateur à acteur. Ben, parce que je veux être acteur de ma vie. Pour être acteur, faut taper haut. À un moment donné, j'ai été voir les agences de mannequins et on m'a pas pris, j'ai serré les dents, revanchard. À un moment donné, je vais leur montrer qui je suis. Mais c'est toujours pareil, c'est de la compète. Je suis un gros compétiteur. Je suis un bosseur et un compétiteur. Donc, je me suis dit, le basket, j'ai réussi à faire mon kiff. Le bac S, malgré tout, même si c'est pas un master, j'ai réussi à avoir mon bac scientifique et tout. Après, j'ai fait artisan à Paris, dans le haut de gamme. Je me suis dit, ouais, il faut que je fasse autre chose. Et enfin, quand je me suis mis acteur, j'ai dit, ouais, je vais le faire. Mais je vais vraiment taper haut. Et sincèrement, on peut me dire, bah non, tu feras que des rôles de voyous, de seconde classe, ou je sais pas comment on appelle ça, là. Et je dis, mais ils rêvent. S'il faut aller aux États-Unis taper des Marvel, je te jure que je vais y aller. Il faut taper haut dans la vie. Si tu veux rouler en Ferrari, eh ben, tape haut. Tu vois, c'est peut-être que du matériel, mais c'est juste des objectifs que je me donne. Et en plus de ça, tu le rends à ta mère. Tu vois le délire? Tu rends par les faits à ta mère. C'est pas le blabla. Et ma mère, quand là, dernièrement, ma nièce, elle lui a les livres, que je remercie dedans, Lina, eh ben, elle était contente, tu vois. Elle m'a dit, ah, tu dois enlever des questionnements. Tu dois enlever des questionnements, elle m'a dit, là, la semaine dernière, avant de partir en Guada. Et tu vois, j'ai rien dit. J'ai dit, ah, ben, c'est bien, je suis content. C'est poignant ce que tu dis. Et aujourd'hui, comment les membres de ta famille te voient, tes nièces, tes neveux? On sait que Samy éprouve beaucoup d'amour pour toi. Ben, eux, tu vois, ils m'appellent Abderrahim. Mon nom de naissance, t'as vu? Donc, Abderrahim, c'est serviteur. Et donc, en fin de compte, eux, ils me voient comme un serviteur, comme un grand frère. Mes neveux et nièces me voient plus comme un grand frère. Pour la plupart du temps, pas que j'ai des neveux et des nièces qui ont 33 ans, 34 ans, t'as vu? C'est marrant. Et je suis proche d'eux. En fin de compte, c'est mes potes. C'est mes frères, mes potes. Pour ça qu'à l'extérieur, je suis vachement solitaire. Parce que la solidarité, elle est dans la famille. Et la famille, ça représente le peuple. Tu vois? Toi, j'ai un membre de ma famille qui va te ressembler. Un autre, il va lui ressembler. Pas que mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, c'est la population. Et donc, cette population-là, moi, je la kiffe. Et mes neveux, mes nièces, mes frères et sœurs, on est vachement proches. On est solidaires. De toute façon, on reste qu'africains quand même. Tu vois, et dans Africain, il y a un à la fin. Donc, à un moment donné, tu es obligé de faire un. Donc, à un moment donné, ben, tu vis avec eux. Et moi, ils me voient comment? Ben, ils me voient comme quand j'étais petit. Tu vois? Ils voient ma voix, la grosse voix, grande taille et tout. Mais moi, ils me voient gamin, tu vois? Quand je parle, je sais qu'eux me voient encore ce visage de gamin, t'as vu? Et donc, c'est marrant. Mais moi, je suis proche d'eux parce que je donne beaucoup à mes neveux et mes nièces. Parce que leurs parents m'ont donné. C'est mes frères et sœurs. Ils m'ont donné, donc je rends. Donc, pour moi, c'est naturel. Et c'est pour ça que chez nous, on écoute beaucoup nos neveux. Ouais, pas d'harcèlement à l'école. Fais gaffe, blablabla. Tu respectes les autres. Tu travailles, tu taffes. Donc, quand je suis en 2023, en 1980 pour moi, que tu me dises, il y a les réseaux sociaux, il y a blabla, il y a machin, les rappeurs, machin, je sais pas quoi. Arrête, l'éducation. L'éducation et le boulot. Et le reste, tu le mets de côté. Ces pôles-là vont bouffer tout le reste. C'est magnifique ce que tu dis. Tu fais la fierté des tiens et moi, je peux que respecter ça, et Abdé. Et on est tous fiers de toi. Je m'englobe dans ce truc-là. Et pour finir, Abdé, tu vois, toi, tu as une ALD refusée. Tu vois, tu as une ALD, affection longue durée, tu vois, qui n'a pas été reconnue par l'État. Toi, ce serait quoi le message que tu pourrais donner justement aux institutions qui n'ont pas reconnu ta maladie? Ça veut dire les médicaments étaient à payer plein pot.
les traitements également. Toi qui es fils de femme de ménage, il faut le rappeler. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Ou du moins, qu'est-ce que tu as à leur dire? Mais ça a été accepté à la majorité, donc c'est là où tu n'en as peut-être pas besoin, tu vois. Mais quand t'es gamin, c'est dur. Donc les codes, ils te remettent dans des codes barres. Et en fin de compte, tu sais que les politiciens et tous ces gens-là, moi je les respecte, ils ont bossé et tout à l'école, machin, ils sont politiciens. Mais je crois qu'ils n'ont pas vécu les trucs. Mais quand tu vis pas les trucs, eh ben t'es pas concerné. Tu vois? Et il faut que tu saches un truc, que quand il y a un accident de bagnole ou une nouvelle loi, c'est parce qu'il y a un accident de bagnole d'un politicien, son neveu s'est fait taper et machin, il va te mettre une nouvelle loi parce que ça a touché sa famille. Mais j'aimerais bien que le politicien qui lui manque un membre de sa famille, il a une trisomie 21, malheureusement, qu'il a harcelé à l'école, qu'il lui manque un bras, qu'il a ma maladie à moi, et peut-être que là, ils bougeront leur tu vois. Mais à un moment donné, tu as envie de leur dire, moi, je fais du cinéma pour ça aussi, il faut que tu saches que ma notoriété, malgré tout, et la voie que je veux prendre, c'est pour ouvrir ses portes. Parce que je me dis que la notoriété elle va être utilisée à bon escient, non pas pour jouer l'américain ou la star, où je gagne des dollars, et puis que je suis égoïste, tu vois. En vrai, la vraie notoriété que je prends, moi, c'est vraiment pour ça aussi. Et j'aimerais bien qu'un député ou un maire, il m'appelle et me dit, ouais, Abdé, viens faire un masterclass, va dans les amphithéâtres, viens aider les gamins. Et c'est là qu'on va les aider, tu vois. Et par rapport aux gamins, faut pas croire, hein. Quand on dit, ouais, l'autre, il touche la CAF, l'autre, il touche la Sécu, la CMU, je sais pas quoi. Mes frères, tu crois qu'il vit? Il survit, le pauvre. Même que la maman, elle gagne 1000 balles par mois, plus les aides, la PL. Mais mon pauvre, quand elle va au champ, au Carrefour, tout l'argent que tu lui as donné de la CAF, elle les a rendus. Avec la TVA, le prix de l'essence, la rage, la maman, elle transpire, le papa, il transpire. Donc, tu vois le délire, quand les gens critiquent ces pauvres gens, qu'on la CAF ou le machin, et que de temps en temps, ils partent au Sénégal ou au Maroc, ou au Mali, ou je sais pas où, dans leur pays, et tu les critiques. Mais tu vois, t'as fait 10 crédits, et la plupart du temps, j'ai une punchline, et je l'ai retourné, c'est qu'on regarde celui-là qui a volé un œuf, et pas celui-là qui a volé un bœuf. Tout simplement. Ce sera le mot de la fin, Abdé. En tout cas, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous te remercions, pour ce moment, cette sincérité, le travail que tu fournis, parce que ça nous galvanise, et on te souhaite plein de bonnes choses, mon frère. Et merci beaucoup à toi de m'avoir accepté et l'échange de m'avoir amené juste après mes vacances. Merci, frère. Merci à toi. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Abdé Méziane pour WeHustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.